Écoutez, je vais peut-être, si tout va bien pour vous, donner la parole d'abord à Monsieur Delmas, directeur du CJB, pour présenter rapidement le séminaire, avant de parler moi-même très rapidement, puis Antoine très rapidement, puis Monsieur Baïda qui vous introduira. Ça vous va? Très bien. C'est parfait. Bon, et moi, ça sera vraiment le plus bref d'entre vous. C'est simplement un mot de bienvenue, un mot de remerciement très chaleureux. Alors, on a une journée très, très ensoleillée à Rabat, Monsieur Rivet, et après plusieurs journées de pluie intense, c'est presque un petit printemps qu'on a ici. Donc voilà, des mots chaleureux de bienvenue à tout le monde. Et vous voyez, la salle est pleine, ou presque pleine, et de chers collègues. Et donc, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on assiste à l'ouverture de ce séminaire, de ce cycle, qui va courir jusqu'au printemps. Et donc, je tiens à remercier Catherine Mayer-Jaouen et Antoine Perrier pour avoir mis sur pied ce magnifique programme qui va nous amener à traverser l'histoire contemporaine du Maroc et à travers des éminents historiens et des jeunes chercheurs également. Vous avez réussi à faire ce pont-là. Et vraiment un grand merci à vous pour avoir mis sur pied ce beau programme. Alors, qui d'autre, bien sûr, pour ouvrir le bal que le professeur Daniel Rivet. Et donc, on est vraiment ravis de vous accueillir. Alors, bien sûr, je dois dire que c'est des mots de bienvenue un petit peu amers. On avait tous l'espoir, il a été touché très tardivement, de vous recevoir dans les murs, de vous recevoir ici, de vous revoir au Maroc. Effectivement, il y a une pointe de déception. Alors, cette impossibilité de voyager là, de faire ces va-et-vient entre la France et le Maroc, c'est un peu difficile. Ça peut être une vertu, et c'est la seule chose que je voulais signifier. C'est vrai que ça nous rappelle qu'il y a quand même une différence irréductible entre travailler sur une société et travailler avec et travailler depuis une société. C'est vrai que ça nous a rappelé ça depuis 2 ans maintenant, l'importance d'ancrer nos travaux ici. C'est un peu la fonction, le rôle qu'on essaye de jouer ici au CJB. Ça nous tient à cœur. Ça fait bien sûr réfléchir à cette réflexion qu'on a beaucoup avec mon cher collègue Djama Baïda, en particulier la question de l'accessibilité, de l'accès aux archives. Donc vraiment vous voir réunis, aussi virtuels que ce soit, autour de la table, ça me réchauffe le cœur. Donc merci beaucoup, merci Catherine, merci Antoine, et je vous laisse la parole, Catherine. Voilà, je serai brève et concise, j'espère. Nous sommes très heureux d'avoir pu monter ce séminaire avec l'appui du Centre Jacques Berck pour faire un vrai séminaire d'histoire du Maroc, d'histoire contemporaine du Maroc, qui est quelque chose qui n'existait plus finalement, d'ailleurs à l'échelle internationale, et nos collègues, y compris étrangers, ont été très heureux aussi de cette initiative qui permet de regrouper des énergies nécessairement dispersées, surtout maintenant où la France n'est plus en fait de centre principal d'études sur le Maroc contemporain. Mais en revanche, ça n'empêche pas de travailler ensemble. Alors, bien sûr, Daniel Rivet s'imposait pour la première séance. Nous le remercions très vivement d'avoir accepté. Nous regrettons infiniment de n'avoir pas pu rester au Maroc et l'accueillir au Maroc, profiter des petits gâteaux et lutter à l'issue, et puis rencontrer un peu tout le monde. Les autres séances, vous avez le programme sur le site du Centre Jacques Berck, ont été, je rappelle rapidement les dates, 21 janvier, 11 février, 25 février, 18 mars, 25 mars, on saute Ramadan, si je puis dire, 6 mai, 3 juin et 10 juin. Ce sont des collègues d'universités américaines, canadiennes, suisses, françaises également, de Sciences Po Grenoble, de la Sorbonne, qui donc nous font l'honneur de présenter des recherches, alors en principe récentes ou une publication récente, avec à chaque fois un discutant
pris parmi les collègues de l'université marocaine. Et nous remercions beaucoup M. Baïda qui, valeureux, a accepté de présenter d'être le discutant de deux de ces séances. Hein, donc aujourd'hui avec M. Rivet, et puis par la suite avec M. Marly, l'après-prochaine séance, le 11 février. Donc merci beaucoup aussi à Jamara Baïda et à son soutien résolu pour cette initiative d'historien. C'est toujours formidable de travailler aussi entre collègues autour de notre belle discipline. Voilà, je remercie encore aussi Antoine et Amina également pour son soutien technique sur place. Et puis, je tiens à dire que le programme du séminaire s'est élaboré en discussion avec Antoine, tout à fait, pour le choix des intervenants comme pour celui des discutants. Voilà, et j'espère que cette initiative aura d'ailleurs un avenir au-delà de cette année. Alors, je passe la parole à Antoine. Voilà. Merci Catherine. Simplement en quelques mots pour moi aussi me joindre à tous ces remerciements, présenter en une phrase effectivement Daniel Rivet et Jamara Baïda, que je remercie tout à fait à l'un et l'autre d'ouvrir notre séminaire. Donc Daniel Rivet est connu pour la plupart d'entre vous comme étant un des principaux historiens du Maroc contemporain, de la période coloniale en particulier, un historien du protectorat. Il est professeur émérite à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, après avoir enseigné aux universités de Lyon et à l'université de Rabat. Parmi tous ces ouvrages, je noterai ici une histoire du Maroc publiée en 2012 chez Fayard, mais aussi 2 livres importants consacrés à l'histoire du protectorat, parmi d'autres là aussi, la publication de sa thèse importante qui a profondément marqué notre compréhension du protectorat, l'IOT, l'Institut du protectorat français au Maroc en 1988, mais aussi un livre qui élargit cette vue et qui donne une compréhension plus vaste du protectorat, le Maroc de l'IOT à Mohamed V, le double visage du protectorat en 2004. Et Jamara Baïda, que nous remercions encore, est professeur à l'université Mohamed V de Rabat et directeur des archives du Maroc, et aura sans doute beaucoup à dire sur ce livre consacré donc au comte Henri de Castres, dont je laisserai Jamara présenter sa lecture juste avant que M. Rivet ne commence rigoureusement sa conférence. Je dirais simplement que c'est un livre intéressant et important pour nous, historiens du Maroc, puisqu'il s'agit donc à travers cet exercice de la biographie qu'on dit souvent éteint ou désuet, mais qui revient en fait fort souvent comme étant finalement une des palettes nécessaires dans la panoplie de l'historien. Biographie ici d'un homme, comme vous dites, de niveau médian, qui n'est ni un grand homme, ni un homme tout à fait ordinaire, et dans une tension entre l'extérieur d'un grand aristocrate et l'intériorité tumultueuse d'un homme touché par l'islam. Voilà. Et qui est un livre intéressant, important, d'abord sur la diversité de parcours aussi spirituel de ces hommes qui développent ce que vous appelez, Monsieur Rivet, une approche empathique de l'islam. Un témoignage aussi de cet entourage savant de l'IOT qui, avec Michaud Belair, a forgé finalement une intelligence de l'histoire du Maroc, de la monarchie chérifienne, qui a encore son importance aujourd'hui, même s'il avait été redressé peut-être avec parfois brutalité, ou en tout cas détermination, par Abdallah Laroui et Germain Riache au moment des indépendances. Cette historiographie qui s'est développée après. Peut-être que nous sommes dans une autre séquence où nous redécouvrons différemment cet entourage savant. Et enfin, dernière chose avant de terminer, c'est une façon aussi, et je pense que c'est l'occasion, ce séminaire, d'en parler, de comprendre la genèse d'une méthode historienne et d'une collecte des sources ici européennes de l'histoire du Maroc à travers ce qui est la première institution de conservation des archives de la période du protectorat, mais qui, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la discussion, dialogue avec bien d'autres lieux de conservation des archives, bien d'autres façons d'écrire l'histoire aussi du Maroc. Voilà, et je vous remercie encore tous les deux. Donc la parole est à toi, Jamara. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord saluer mon ami le professeur Daniel Rivet et regretter que cette réunion n'ait pas eu lieu en présentiel. Je sais combien il aurait souhaité, et moi de même, que nous nous retrouvions à Rabat, où il a, avec son épouse Françoise, de très nombreux amis et beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs. Je voudrais aussi rendre hommage, avant d'entamer le vif du sujet, je voudrais aussi rendre hommage à sa position courageuse et sans équivoque qu'il a exprimée récemment à Aix-en-Provence,
à l'occasion d'un colloque sur la guerre du Rif. Une position en faveur d'un geste politique de la France pour la restitution au Maroc des archives personnelles de Ben Abdelkrim. Restitution réclamée par les archives du Maroc et qui est restée jusqu'à présent sans suite favorable. Et pour aborder le vif du sujet et surtout présenter une plateforme sur laquelle Daniel pourrait rebondir et aller au fond des choses, mentionnons d'emblée que le professeur Daniel Rivet a précisé en introduction que la genèse du présent ouvrage, qui nous réunit aujourd'hui, à distance malheureusement, est partie de Rabat. Elle est partie de Rabat lorsqu'il a participé à un colloque dédié par l'établissement Archives du Maroc à Henri de Castres au mois de mai 2017. Et comme j'ai été l'initiateur de ce colloque intitulé Henri de Castres et le Maroc, d'ailleurs couplé avec une belle exposition, j'avoue que je suis vraiment touché par cette indication dans l'introduction, comme dans la dédicace que tu m'as fait pour le présent, pour le livre que nous présentons aujourd'hui. Cela dit, il n'est pas dénué d'intérêt de relever que Daniel Rivet a choisi de faire la biographie d'un homme quasiment tombé dans l'oubli, sauf par les historiens marocains, pour qui les 15 volumes des sources inédites de l'histoire du Maroc, œuvre majeure d'Henri de Castres, demeurent une source incontournable. Daniel Rivet, en s'attelant à cette biographie, entend aussi combler une lacune, car, dit-il, à part une biographie dessinée à grands traits par Josette Fournier dans un ouvrage collectif consacré à Charles de Foucault, il n'y a pas de biographie exhaustive consacrée à un homme, à cet homme, les biographes étant généralement friands de personnalités célèbres dont Henri de Castres n'a pas le profil. L'ouvrage de Rivet, en quelques 239 pages, se compose d'une introduction générale, de 7 parties et d'une conclusion. Nous puiserons indifféremment dans l'ensemble pour rendre compte de la carrière de cet aristocrate hybride, historien, archiviste, militaire saint-cyrien, conseiller général, etc., dont le parcours est loin d'être linéaire. Et c'est sur la base de différentes sources d'archives, notamment le fonds d'Empierre conservé aux Archives nationales de France, que l'auteur a réussi à démêler les chevaux. Un exercice fort complexe. Il en résulte une biographie très riche de détails. Détails relatifs aux origines aristocratiques d'Henri de Castres et de sa famille, détails relatifs à ses tendances politiques, à son sens de liberté vis-à-vis de la hiérarchie, à son coup de cœur pour l'Afrique, à son mariage avec Isabelle Lamorcière, fille d'un personnage emblématique de la conquête d'Algérie, relatif à son action comme topographe dans les confins algéro-marocains et relatif également à ses convictions religieuses. Et bien d'autres détails que je vous épargnerai parce que c'est vraiment un livre très dense
en détail. Dans la présente communication visant surtout à provoquer un débat avec l'auteur, il serait inutile de nous appesantir sur tous ces points qui mériteraient d'ailleurs d'autres rencontres. C'est pourquoi je vais me contenter de mettre en exergue 2 points qui me paraissent essentiels. Le premier point, c'est son rapport à l'islam et aux musulmans. Le deuxième point, c'est son rapport au Maroc. Pour le premier point, l'auteur a d'ailleurs choisi, à moins que ce soit l'éditeur qui l'ait fait, de le faire figurer dans le titre de l'ouvrage. Un aristocrate islamophile en République. Je vais raconter une anecdote, mais qui a du sens. Quand j'ai commencé à écrire sur mon PC, il y a bien sûr le correcteur automatique. Et quand j'arrive à islamophile, le correcteur automatique, il le souligne. Je lui demande, qu'est-ce que tu proposes ? Il me donne la réponse islamophobe. Je crois que ça dit quelque chose. Non, il ne connaît pas islamophile, mais il connaît islamophobe. C'est la fameuse intelligence. Voilà. Je disais donc que l'auteur a d'ailleurs choisi, à moins que ce soit l'éditeur qui l'ait fait, de faire figurer dans le titre de l'ouvrage un aristocrate islamophile en République. Cette facette est fortement détaillée et argumentée dans le corps du texte, notamment dans le chapitre intitulé « Un croyant abrahamique sous le vêtement d'un catholique intransigeant ». Au fil des pages de ce livre, nous apprenons que l'intérêt d'Henri de Castries à l'islam, jusqu'à en épouser certaines valeurs, est à la fois expérimental et livresque. En effet, en sa qualité de topographe, puis officier de bureau arabe, ses différents contacts avec l'Algérie, surtout le sud oranais et les confins algéro-marocains, depuis 1874, sa découverte des us et coutumes des Bédouins, sa connaissance de la langue arabe, tout cela a fait naître chez lui un intérêt ardent pour l'islam et les musulmans. Un intérêt qu'illustre d'ailleurs une étude publiée par lui en 1896 sous le titre « Islam, impression et études ». De même, ses fréquents échanges avec un savant musulman, Mohamed Ben Rahal, un alim algérien qui a fréquenté la Qarawiyyin et servi sous l'émir Abdelkader avant de rallier la France, ces échanges l'ont poussé à s'ouvrir sur toutes les religions abrahamiques. Sur ce rapport à l'islam, je souhaiterais aussi ajouter qu'au lendemain du décès d'Henri de Castries, survenu en 1927, un grand alim marocain, et non des moindres, puisqu'il s'agit du cheikh Abdelhai El-Ktani, grand érudit de la Qarawiyyin et chef de la confrérie Kettaniya, a fait son éloge funèbre sous forme d'une grande conférence. Par un beau texte
qui mériterait, à mon sens, de faire l'objet d'une édition annotée. Le manuscrit se trouve à la bibliothèque Hassania. El-Kettani, qui connaissait bien Henri de Castres depuis des années et avait de fréquents échanges avec lui, avec le défunt, dit ou souligne dans cette éloge funèbre, dans cette conférence, que le défunt était un grand passionné de l'histoire, un grand passionné des archives. Il avait un profond respect pour l'islam et les musulmans. Et selon Al-Kettani, toujours, qui n'a pas tari d'éloges sur le livre ou l'étude Islam, impression et étude, et j'apprends par lui que ça a été traduit en arabe en Égypte et bien accueilli par les savants d'Orient. Al-Kettani cite les noms des gens qui ont apprécié et commenté cette étude. Je disais que Abdelhai Al-Kettani, qui n'a pas tari d'éloges sur Islam, impression et études, traduit en arabe, très bien accueilli par les savants d'Orient, se permet même de qualifier Henri de Castres de messager de l'islam en Europe. De messager de l'islam en Europe. Rasoul l'islam fi Europa. Je le découvre aussi. C'est ce que j'ai à soulever en ce qui concerne le premier point, le rapport à l'islam. Pour ce qui est du deuxième point, le rapport d'Henri de Castres au Maroc, les chercheurs marocains, il y en a autour de cette table, surtout dans la discipline historique, retiennent surtout, pour Henri de Castres, les sources inédites de l'histoire du Maroc. Fruit d'un travail de longue haleine et d'une pérégrination qui a conduit son auteur à divers centres d'archives européens. Cette recherche des sources archivistiques relatives au Maroc a continué sous le proconsulat du général Lyautey au Maroc, pour qui Henri de Castres avait une très grande admiration. Et je retiendrai de cette époque, l'époque du protectorat, le fait que le résident général ait confié à Henri de Castres la mission de conseiller historique du protectorat, ce qui l'a d'ailleurs encouragé à esquisser dès 1913 un premier projet de réglementation des archives au Maroc. Mais la conjoncture de la Grande Guerre l'a relégué aux oubliettes et le Maroc n'eut sa loi relative aux archives qu'en novembre 1926. Pour revenir aux sources inédites de l'histoire du Maroc, c'est une œuvre à laquelle Henri de Castres a consacré l'essentiel de son énergie depuis 1899 jusqu'à sa disparition en mai 1927. Véritable œuvre de bénédictin pour certains, le colonel Desrosiers, et un travail surhumain pour d'autres, Auguste Terrier. L'élaboration des sources inédites cache bien des détails que jusqu'à présent seul le livre de Daniel Rivet dévoile avec des précisions très minutieuses que seule une immersion dans les archives est à même de dévoiler. Et c'est ce qu'a fait Daniel. Aujourd'hui, il est incontestable que les sources inédites sont un instrument de recherche irremplaçable et perpétuent le nom d'Henri de Castres
dans le registre de la recherche historique sur le Maroc. En conclusion, je dis un grand merci à mon ami Daniel Rivet qui nous a donné, par son livre sur Henri de Castries, l'occasion de revisiter des pages passionnantes de l'histoire du Maroc. Mes remerciements vont également à mon ami Adrien Delmas, directeur du centre Jacques Berck, qui a organisé avec son équipe cette rencontre. Je n'oublie pas, bien sûr, l'apport de Catherine et d'Antoine Perrier. Je vous remercie. Je crois avoir donné une petite plateforme qui donne une sélection de ce livre qui pourrait donner à Daniel champ de rebondir. Je vous remercie. Alors, je tiens d'abord à remercier Adrien Delmas, le directeur du Centre d'études Jacques Berck, qui nous accueille. À vous remercier tous deux, Catherine et Antoine, de me permettre d'intervenir dans ce séminaire que j'imagine, dont j'ai même la certitude qu'il sera très prometteur sur l'histoire contemporaine du Maroc. Et bien sûr, je remercie le directeur des archives du Maroc, Jama Beida, parce que son exposé introductif est, comme il le dit, une plateforme sur laquelle je vais essayer de rebondir. Je veux peut-être, avant de rebondir sur l'islam, peut-être plus sur l'islam que sur le Maroc, en fonction de ce qu'il a bien déjà voulu dire, je voudrais peut-être rappeler simplement, ou dire très simplement, que Henri de Castries ne signifie pas la même chose pour les Marocains et pour les Français. Que pour les Marocains, cela reste l'entrepreneur des monumentales sources inédites de l'histoire du Maroc, amorcé comme l'a signifié Jama en 1899, avec 15 ou 16 volumes publiés en 1927. Et puis, c'est le conseiller historique du protectorat à partir de 1913. Et je crois que la nuance est importante. Le vocabulaire ici doit être, on doit tenir compte du vocabulaire. Le conseiller historique du gouvernement chérifien, il y a la patte de Lyautey par derrière, en 1919. Je dirais que cette connaissance déjà de l'homme par les Marocains a culminé dans le colloque Henri de Castries et le Maroc, tenu le 10 et 11 mai 2017, à l'initiative de Jama Beida, en collaboration avec la Bibliothèque royale Hassania, et que les actes publics de ce colloque ont été in extenso édité dans le numéro 2 de la Revue des Archives du Maroc, et que j'allais dire que sur Castries en particulier à partir de 1919, presque tout est dit. Enfin, c'est toujours provisoire le savoir, et pas seulement en histoire, presque tout est dit déjà dans ce numéro. J'ajoute que ce colloque a eu comme complément une exposition ouverte au public sur Henri de Castries et le Maroc. Donc, pour les Marocains, Henri de Castries n'est pas un personnage du tout inconnu, pas du tout un personnage subalterne, mais c'est même un personnage central de l'arrivée, si je puis dire, de la science comme discipline scientifique. On peut peut-être émettre un tout petit bémol, mais en tous les cas, comme discipline intellectuelle, à la manière européenne, à la manière occidentale au Maroc. Tandis que pour les Français, c'est un personnage réduit à tenir un second rôle dans les biographies, toujours menacé par l'enflure géographique de Charles de Foucault, l'ermite de Tamanrasset et bien sûr du maréchal Lyautey. Dont il fut l'ami également dont il fut l'ami de l'un comme de l'autre. Je dirais que Henri de Castries, dans ses biographies, leur tient compagnie, leur donne seulement la réplique, qu'il garnit la scène,
mais qu'il ne la remplit jamais à lui seul. À cette raison déjà, de se tourner du côté d'Henri de Castres, comme l'avait déjà fait le colloque de 2017 à Rabat, j'ajouterai 3 raisons d'entreprendre cette biographie. La première, c'est l'existence d'un monceau d'archives dans le fond d'Ampierre, dont Jama Beida a déjà parlé, 40 cartons, le plaisir d'explorer, de s'enfouir dans l'archive, mais j'ajouterais aussi, puisque c'était à côté de Saint-Denis, à Pierrefitte, le plaisir pour moi, lyonnais, de prendre la ligne 13, d'atterrir dans ce 9-3 dont tout le monde parle, et j'ajouterais que le métro a été un extraordinaire observatoire sociologique pour moi, de gens dont on parle beaucoup dans les médias, mais auxquels je crois qu'il faut d'abord se confronter directement pour se permettre d'en parler. La deuxième raison, c'était la diversité des genres bibliographiques que Henri de Castres donne à voir. Il y a l'aristocrate du Faubourg Saint-Germain, qui est astreint à un cahier de charge, je dirais, écrasant, par son éducation, dans sa famille, chez les bons pères. On est vraiment, ça a été ma grande surprise, aux antipodes du côté des Guermantes, une des parties de La recherche du temps perdu de chez Proust. On est aux antipodes de l'existence foufoutante et délicieusement frivole et cancanière d'aristocrates qui appartiennent à la leisure class, qui n'ont rien à faire, ou pas grand-chose. Donc là, vraiment, un décrochage complet par rapport à une imagerie consacrée par la grande littérature. C'est aussi l'officier de bureau arabe dans le sud de Rouennais qui illustre le fait que l'armée d'Afrique a été le dernier refuge de l'Ancien Régime dans la France devenue républicaine, et que là, il va se déployer en tant qu'homme de guerre, cherchant à capturer par des coups de main qui sont toujours aux limites de la réglementation en cours, cherchant toujours à capturer le chef rebelle, le chef insurgé, le chef surgi des profondeurs du Sahara, Bouhamama, et puis officier topographe, élaborant des cartes de la région et apportant au souverain Hassan Ier une carte du Maroc avec toutes les villes et tous les noms, tous les toponymes écrits dans un arabe superbement calligraphié, mais je dois dire que je n'ai pas vu la carte, j'en ai seulement entendu parler. Je voudrais ajouter que ces 2 dimensions, l'homme de guerre, l'officier, si vous voulez, et puis le topographe, ont été explorées dans 2 thèses auxquelles je dois beaucoup, celle de Daniel Nordman et celle d'Aurélie Dussert. Troisième facette, si vous voulez, dimension thématique, historiographique, ce que j'appellerais le landlord, le seigneur rural, enfin, et le conseiller général du canton de Louroux-Béconnet, dans le Maine-et-Loire, de 1884 à 1919. Je n'en parlerai pas ici, mais j'avoue que je me suis régalé de prendre des flashs sur le thème bien convenu, bien indiqué par Daniel Halévy sur la fin des notables, entre guillemets la fin des notables, Daniel Halévy. Et puis, autre dimension, autre volet, le praticien de la colonisation, l'homme qui se rallie très progressivement à l'idée coloniale, comme disait, c'est le titre de son beau livre, Raoul Girardet, une idée coloniale qui, je le rappelle, a d'abord été républicaine, Gambetta, Jules Ferry, contre laquelle s'insurgeait l'aristocratie, la noblesse, qui pensait que c'était détourner la France de la revanche sur la ligne bleue des Vosges, mais aussi qui était, en tout cas pour Henri de Castres, très marqué par l'expérience du royaume arabe et l'utopie saint-simonienne d'une fusion entre l'Orient et l'Occident, d'une rencontre heureuse entre l'Orient et l'Occident, non pas d'une rencontre asymétrique, comme évidemment donne lieu l'expérience coloniale.
Henri de Castres s'adonne d'abord à la petite colonisation. Il commence par la petite colonisation parce que c'est un disciple de Leplay, l'homme si vous voulez, très connu par ses idées sur la famille souche, la famille nucléaire, et par l'idée que la société commence par la cellule familiale. Et très influencé par Chaillébert, par Henri de Castres, et aussi influencé par le dirigeant de l'Union coloniale, Paul Chaillébert. Henri de Castres a conçu la colonisation d'abord comme une sorte de soupape de sécurité, de déversoir pour les hommes entrant en Europe. Et c'est à ce titre-là qu'il a financé et suivi de très près, allant jusqu'à acheter le matériel, des casques coloniaux aux médicaments contre la fièvre. Il a installé, si vous voulez, plusieurs familles de petits colons en Nouvelle-Calédonie. Puis, on le voit passer à ce que j'appellerais la grande colonisation. Il s'entiche du Congo parce qu'il a fait la rencontre de Sarvenian de Brazza. Il a d'ailleurs pensé écrire un livre sur le Congo et Sarvenian de Brazza. On en voit les manuscrits, donc on en voit des chapitres entiers dans les archives. Et la correspondance qui s'ensuit à la recherche d'un éditeur qui ne vient pas, qui se dérobe. Et puis finalement, il fait de la grande colonisation, si j'ose dire, au Maroc, mais ça n'est pas un affairiste. C'est un homme scrupuleux en affaires, c'est un homme d'une grande honnêteté, et il refuse les affaires immobilières qui sont douteuses, et finalement, il soutient, j'allais dire, par sa présence et son prestige, la grande colonisation, mais il n'en tirera aucun profit. Il est mort d'ailleurs avec de grandes difficultés d'argent, ce que j'explique d'ailleurs dans la première partie, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est le dernier volet, l'orientalisme, d'abord existentiel, avec la découverte de l'Algérie à partir de 1874-1875, puis l'orientaliste savon, avec une transition sur laquelle je m'attarderai, l'Orient, Islam et Impression, Impression et études, publié chez Armand Collin, 1896, dont Jamra Beida a rappelé qu'il avait été accueilli très favorablement par des intellectuels biculturés, en particulier au Levant, en Syrie et au Liban, mais aussi en Égypte, où l'ouvrage est traduit en 1901 et ne passe pas inaperçu. L'orientaliste d'abord existentiel, puis savon, le savant qui passe à la science, le savant qui passe à l'institution, je ferai une distinction. À la science, ce sont bien sûr les sources inédites de l'histoire du Maroc, dans laquelle il se lance à partir de 1899, comme l'a rappelé Jamra Beida, et puis l'institution, Jeune Développa, le conseiller historique du protectorat et le premier directeur du service des archives du Maroc. Donc, si vous voulez, voilà les raisons qui m'entraînaient à creuser plus profond, à aller plus loin que ce qui avait déjà été dit sur Henri de Castres. Et je considère qu'Henri de Castres, c'est tout cela à la fois. L'aristocrate du Faubourg Saint-Germain, l'officier de bureau arabe, le landlord en Maine-et-Loire, le praticien de la colonisation et l'orientaliste sous ces deux versants existentiels, puis savon et parisien. C'est donc tout cela à la fois, et cela l'oblige à décliner plusieurs personnages en même temps dans la vie courante, arborer une identité à trait d'union, comme disent les anthropologues aujourd'hui. Il est simultanément, successivement, au cours d'une journée, Monsieur le Comte, avec ses serviteurs, avec les gens qui sont déférents vis-à-vis de lui, lieutenant-colonel, c'est comme ça qu'il signe ses articles, y compris dans la revue Hespéris, à partir de 1920. Monsieur le maire, et monsieur tout court, monsieur. Et il est monsieur aussi bien pour un petit colon dont il finance le projet en Nouvelle-Calédonie, un petit colon qui a visiblement une culture de gauche, pour pas dire un peu anarchiste, et pour Attalin, le directeur de la Banque de Paribas, qu'il appelle monsieur, et jamais monsieur le comte. Je pense que c'est intéressant ici de voir la culture républicaine se déployer, s'étager de haut en bas, ici.
Donc, c'est beaucoup d'être à la fois tout cela pour un homme, et je pense qu'il devait faire preuve d'une agilité mentale tout à fait remarquable pour assumer tous ces personnages. Troisième raison, pour essayer d'aller plus loin, eh bien, je dirais que c'est de rencontrer la chance, c'est de rencontrer le hasard. C'est tout à fait par hasard que j'ai découvert, et j'ai pas commencé par le carton, hein, parce que c'était des médailles, c'était des archives généalogiques, et que ça m'impressionnait un peu. Je me disais, attendons. C'est donc dans le carton numéro 1 que je découvre, enfoui sous une foison de papier généalogique, de recherche généalogique, que je découvre un petit papier, une sorte de fiche écrite à la main, mais vraiment bien cachée, qui rend un son étrange, qui a une tonalité qui me surprend, qui me fait sursauter presque. Ce petit papier, c'était en réalité une profession de foi, Jama Beida l'a déjà évoqué, en un Dieu abrahamique, taillé dans le tuf d'un monothéisme transcendantal, qui, pour les musulmans, se serait altéré par la suite. C'était, en un mot, le croire d'un Hanif, ou Nafa au pluriel, d'un croyant originel, d'un de ces croyants premiers, vantés par le Coran. Donc, je découvrais dans ce papier, dans cette petite profession de foi, un monothéisme non trithéiste, non trinitaire, j'y reviendrai. Visiblement, Henri de Castres avait énormément de mal à souscrire au Dieu trinitaire, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et par contre, son croire, c'était un seul Dieu, c'était un Dieu unique. Puis, toujours le hasard, toujours la chance, je découvris dans un autre carton que cette fiche égarée dans un monceau de papier généalogique et un reliquat de médailles saintes qui était familial, que cette fiche était un petit abrégé d'un cahier d'une 20aine de pages, écrite fiévreusement, c'est écrit en français, mais j'ai eu beaucoup de mal à le lire, par, je ne prononce pas aussi bien sûr que Jama Beida, Mohamed Ben Rahal, ce grand lettré de Nedroma qui avait été un lycéen dans le lycée impérial fondé à l'époque du royaume arabe, et donc qui par conséquent était biculturé, bilingue, biculturé. Et à ce titre, qui avait été choisi comme conseiller général à titre indigène par le lobby colonial qui tenait la région et le préfet. Je réalisais donc à travers ce papier que certes, Henri de Castres ne s'était pas fait musulman, mais qu'il adhérait du fond de lui-même à un monothéisme abrahamique qu'il s'était fabriqué à partir de cette longue profession de foi, ce long document de Ben Rahal, et que, au fond, il adhérait à un croire hétérodoxe, sinon hérétique, au regard du credo catholique, mais que cette adhésion était tout à fait silencieuse. Il continue à aller à la messe, et je ne dis pas à donner le change, c'est un homme en tension entre l'extérieur et l'intérieur, comme l'a rappelé Antoine Perrier, et par conséquent, moi je n'irai pas plus loin que ce constat. Je pense qu'il n'y a pas assez d'éléments pour savoir jusqu'où il est allé dans l'éloignement de la foi catholique. Mais des témoins l'attestent, en particulier Foucault et son neveu qui était jésuite. Charles de Foucault lui dit vous allez devenir musulman, lui dit en substance dans la correspondance qui a été conservée entre Foucault et Castres, mais malheureusement on n'a pas les réponses de Castres. Et le neveu est explicite, vous nous cachez que vous êtes musulman. Le neveu jésuite qui était encore novice jésuite à Jersey à l'époque, et qui avait lu le manuscrit de Islam, Impression et Études. Je crois qu'ils vont trop loin l'un et l'autre, mais je ne sais pas où il faut s'arrêter dans, si vous voulez, l'étiquetage très précis
je dirais presque positiviste, de l'énoncé de foi de Henri de Castries. Mais je termine cette troisième raison et je termine cette longue introduction en disant que c'est la découverte de ces deux documents, la petite note écrite à la main par Henri de Castries et puis le long cahier surchargé de ratures et d'ajouts par Ben Rahal, me révélèrent, me confirmèrent que sous le personnage construit par le milieu social et astreint à un paraître tenu par des normes, il y avait la personne qui résistait au type social convenu et au stéréotype qui colle à la noblesse en France sous la Troisième République. Et cela me renforça dans la conviction encore vacillante que restituer l'existence d'Henri de Castries, cela valait le coup, que j'échappais enfin au piège d'écrire une vie tracée d'avance, une vie balisée d'avance par des points de repère, la mère marâtre, le père qui meurt lorsqu'il a 19 ans, la mère qui s'empare du fils, et que j'appellerais une mère marâtre, Isabelle Dampierre, l'épouse, qui est névropathe, mais qui est en même temps une très forte personnalité. On est à l'époque de Charcot et de Freud, faut pas l'oublier. L'officier fringant, amateur de coups de main, l'homme d'affaires, enfin, il y a un cortège, si vous voulez, d'assignation à Henri de Castries qu'on pourrait faire à travers ces points de repère. Mais moi, il me semble bien que j'échappais un petit peu à cet itinéraire tracé par des marqueurs très voyants. La mère, la femme, le milieu, le métier, l'écriture, etc. Et que je découvrais une personne sous le personnage et je vérifiais la justesse du mot de Jean Paulhan, l'homme clé de la NRF dans l'entre-deux-guerres et après 1945. Les gens gagnent à être connus, ils y gagnent en mystère. Alors, maintenant, je vais m'attacher à la rencontre d'Henri de Castries avec la langue arabe et l'islam, et je vais essayer de mettre en exergue ce point en rappelant en conclusion très rapidement que cette familiarité acquise avec la langue et cette attirance pour le croire islamique qui est explicite chez Henri de Castries ne l'ont pas soustrait à son temps, ne l'ont pas empêché de devenir colonial. Parce que pour moi, mais c'est très personnel, c'est une hypothèse, je ne l'imposerai à personne. Au départ, il y a la colonisation et à la fin, il y a le colonialisme. Je crois que j'ai passé toute ma vie à essayer de le dire, mais que je n'ai pas toujours été entendu. Mais ça n'a pas d'importance. Donc, je crois que l'anticoloniste qu'on voit bien s'exprimer de façon très forte avec sa mère, dans la correspondance avec sa mère dans les années 70, qui est dans le Fonds Dampierre, peu à peu cède à un partisan de la République coloniale et je pense que il ne fait que suivre l'esprit du temps, il ne fait que glisser à travers l'époque. Il n'y a pas lieu de s'en étonner. Simplement, en conclusion, je marquerai que cet homme si proche de la langue arabe et de l'islam est devenu un colonialiste et qu'il est même beaucoup plus colonialiste, entre guillemets, ou sans guillemets, que Lyautey. Mais je verrai ça en conclusion. Alors, le rapport d'Henri de Laurens à la langue arabe. Tout commence en 1875 par un stage d'immersion, sans que je sache comment, à la suite, par quelle, si vous voulez, dérivation successive, un stage d'immersion dans une zaouïa, je ne sais pas laquelle, à l'écart d'Alger, mais c'est dans l'Algérois. C'est simplement 2 lettres à sa mère qui en rendent compte, où, visiblement, à la suite de 2 mois dans cette zaouïa, il apprend des rudiments d'arabe coranique. D'ailleurs, sur l'apprentissage à la falaka, au bâton, il est assez éloquent. Puis, il apprend la langue courante, la darija du sud-oranais,
à l'occasion évidemment de l'exercice de son métier dans les bureaux arabes de 1875 à 1884. J'ajouterais qu'il apprend l'arabe de tous les jours, l'arabe bédouin, j'ai presque envie de dire l'arabe hilalien, avec sa poignée de goumi à cheval dans ses expéditions topographiques sur les confins algéro-marocains. Il est le seul Européen à bord, pendant ces séjours, qui peuvent durer tantôt plusieurs semaines, tantôt jusqu'à 2 ou 3 mois. Est-ce que vous imaginez ce que c'est quand même pour un Européen de la fin du 19e siècle de vivre en immersion 2 à 3 mois dans le sud oranais? La neige l'hiver, le chergui, les coups de sirocco l'été, la nourriture, celle des gens du pays, c'est-à-dire un peu d'orge et une poignée de dattes, les chacals, les vipères à cornes, il en parle. L'hospitalité, bien sûr, la daifa, la foi des Bédouins, mais aussi l'hostilité cachée, l'hostilité contenue des gens quand il est en dehors même du limès colonial. Un jour, il se réveille sous la tente et il entend des petites filles qui chantent les mérites de Sidi Ali, le gendre du prophète, qui, dans la chanson, du moins dans la chansonnette des petites filles, ont chassé le roumi, ont chassé le chrétien. C'est pas très drôle d'être réveillé le matin dans cette ambiance-là, comme on peut l'imaginer, quand on est soi-même non musulman. Alors, ce qui me frappe, dispersé dans ces cartons, c'est que Henri de Castries note tout, consigne tout sur de petits carnets. Les toponymes, les proverbes, les cantilènes, les chansonnettes d'enfants, il y en a de très jolies que j'ai épinglées ci et là dans mon ouvrage. Il écoutait les enfants avec une grande attention, lui qui n'aura jamais d'enfant, un fils adoptif, Jacques de Dampierre, qui l'inclinera à suivre les cours en auditeur libre de l'école des Chartes, dans les années 90. Les poèmes aussi. Et bien sûr, il évoque chez ses trouvères les Aèdes de l'époque homérique. Ça, c'est un lieu commun de l'époque, ça va de soi. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il collecte plus loin que son aire de parcours. Il se tisse un véritable réseau d'informateurs, des chiours, des interprètes, affectueux des lettrés ou savants attitrés, jusqu'à Nedroma et Tlemcen, qui deviennent ses points d'ancrage favoris. Il rassemble ainsi un matériau hétéroclite qui donne le vertige au lecteur que je suis, du moins, certainement pas un linguiste ou un anthropologue. Un matériau qui n'est pas toujours traduit, qui quelquefois surgit à l'état brut, écrit de sa fine écriture, dans l'écriture maghrébine de l'époque. Faut rétablir le kaf et le kaf. Je prononce mal, mais je sais quand même lire, je vous rassure, qui n'est pas toujours traduit à l'état brut, un matériau qui n'est pas trié, qui n'est pas classé, comme s'il lui échappait, comme s'il n'avait jamais pris le temps de le remonter, de lui assigner une destination, comme si c'était trop pour lui. Il donne l'impression d'être un chameau qui s'est surchargé de son bas, qui est surchargé par son bas. Certes, on trouve quelques traces de ces proverbes, de ces dits dans les gnomes de Sidi Abderrahman el-Medjedoub, publié en 1896, mais je note que seulement le tome 1 sera édité. Pourquoi il n'y a pas eu de tome 2 ? Est-ce que c'est l'éloignement ? Est-ce que c'est la conversion d'Henri de Castries à la pratique de la colonisation assidue, Nouvelle-Calédonie, Congo, Union coloniale, Société de géographie, bientôt le Comité de l'Afrique française? Il y a eu un moment où on sent que le colonial l'emporte sur le savon. Ou bien est-ce que c'est plus prosaïquement, mais je ne regarde pas par le trou de la serrure, je ne sais pas très bien faire, la concurrence de René Basset, professeur à l'école d'Alger, qui le surclasse, qui l'intimide et qui collecte de très près tous ces dits, tous ces proverbes. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il ressort marqué par l'empreinte de ces années où il vit sous la tente, parfois, en immersion, de ces années où il passe à l'autre au point de s'y perdre,
ou en tout cas au point d'affecter ou de feindre s'y perdre, c'est du moins ce que je retiens de sa correspondance avec sa mère. Dans ses lettres, il joue au dernier des Mohicans. C'est très à la mode, évidemment, à l'époque, bien que le roman date de 1822, de Fenimore Cooper. Et dans ses lettres, il dit qu'il est sorti en quelque sorte de l'Occident et qu'il honnie la colonisation rampante qui gagne, qui gangrène le sud-oranais. Il a des phrases très fortes sur les Européens, contre l'entrée en force de la colonisation dans le sud-oranais. Pour terminer sur ce rapport à la langue, qu'en passe-t-il à l'arabe Fusha? Qu'en passe-t-il à l'arabe de la Nahda? Je n'ai pas de date précise, mais je puis attester qu'il parlait très bien l'arabe classique, puisqu'il va avoir des entretiens sans traducteur avec de grands personnages du Maroc. Quand il est avec Ben Rahal, quand il est avec Mohamed Ben Cheneb et d'autres grands savants, grands lettrés algériens, il est en présence de gens qui sont biculturés, qui le rectifient, qui savent mieux le français que lui ne sait l'arabe, comme c'est toujours le cas en général. C'est toujours une relation en général asymétrique entre Européens et arabophones de naissance, entre arabophones d'acquisition et arabophones de naissance. Mais avec les Marocains, que ce soit le sultan Moulay Hafid ou bien avec les grands personnages comme Keitani qu'a cité tout à l'heure Jamal Beida, ou bien Abdallah Al-Fassi, Ahmed El-Belriti, Bouchaïb El-Doukali, etc., ils parlent sans interprète. Pour dire quoi? Je ne sais pas. Donc, je puis attester simplement qu'il est passé de l'arabe coranique à l'arabe parlé par les gens, de l'arabe parlé par les gens à l'arabe classique et à l'arabe aussi, je suppose, en tous les cas, c'est une hypothèse du moins, à l'arabe de la Nahda, l'arabe simplifié, dans la mesure où il était abonné à la revue Mashrik, pardon, ma langue a fourché, dont le principal animateur était le père Louis Chéreau, un jésuite et un gardien orthodoxe de l'académisme arabe avec lequel Catherine Mayer doit être familière. En tous les cas, j'observe qu'à partir du début du XXe siècle et jusqu'à sa disparition, il monte en quelque sorte un réseau de collaborateurs d'origine algérienne, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de petites mains de collaborateurs dits indigènes qu'on repousse quand on écrit, dont on tait l'existence. Il s'agit d'une collaboration entre égaux, entre lettrés, entre gens qui cherchent. Et la courtoisie de gentilhomme avec laquelle il traite ces personnages, il s'intéresse à leur existence. Pour Ben Rahal, en particulier à ses déboires politiques, à l'humiliation coloniale, etc., au rapport colonial qu'il vit très mal. Donc, cette courtoisie ici n'est pas affectée. Elle est très marquée, elle est très soulignée, et ses interlocuteurs y sont extrêmement sensibles dans ce contexte colonial, une fois de plus. Ismaël Hamet, c'est un officier interprète de haut vol. Il va être à un moment le chef du service des affaires musulmanes au ministère de la guerre, c'est-à-dire au ministère de la Défense nationale aujourd'hui. Mohamed Nehlil, c'est l'officier interprète favori de l'IOT. Et ce Mohamed Ben Rahal que je citais tout à l'heure, qui va collaborer étroitement à la première encyclopédie d'islam, ils sont pas fréquents, les Maghrébins qui collaborent avec, et qui deviendra professeur à la faculté des lettres d'Alger sans passer par la demande de la nationalité française. C'est le premier professeur à la faculté des lettres qui reste un sujet colonisé, qui ne devient pas un Algérien français. Ça n'est pas rien non plus. Alors, je termine en disant que l'arabe est devenu pour lui une langue de travail, bien sûr, mais aussi l'arabe, je crois pouvoir l'affirmer, à travers quelques traces dans ses archives, devient sa langue d'accès à Dieu.
sa langue liturgique, au même titre que le latin. L'arabe ne remplace pas le latin, mais l'arabe, si vous voulez, tient tête au latin en quelque sorte. Enfin, les deux cohabitent. Le latin, parce que j'observe ce bon élève, cet élève des bons pères, mais je ne sais pas s'il est passé par les jésuites. On ne sait rien sur son enfance et son adolescence. Il commence à exister quand il s'engage en 1870. Il est déjà élève à Saint-Cyr dans l'armée de la Loire contre les Prussiens. En tous les cas, le latin, qu'il sait admirablement, il recopie en latin sans les traduire. Alors moi j'ai eu beaucoup de mal évidemment à les lire, à les comprendre, des extraits des pères des églises et de grands mystiques chrétiens. Mais il fait de même. Il y a des versets du Coran, il y a des envolées mystiques de certains saints musulmans qu'il recopie également. Je trouve que c'est très significatif qu'il recopie en latin les classiques, si j'ose dire, de la doxa chrétienne et en arabe les mêmes classiques dans la doxa, si j'ose dire, islamique. Il lui arrive même de prier en arabe. J'ai trouvé dans ses cartons, enfin on trouve, j'espère bien pas être le seul à les éventrer, de courts textes écrits de sa main qui l'attestent. Et ici, c'est ma conclusion de cette première partie, il y en a plus qu'une, je vous rassure, il annonce Louis Massignon, beaucoup plus que Foucault et que Renan, les deux qui ont été fascinés par l'islam. Il y a quand même des citations de Renan qu'on oublie de faire. On cite toujours l'islam est la plus lourde charge que l'humanité ait produite, et la conférence sur l'islam et l'avenir de la science à la Sorbonne en mars 1883. Et puis bien sûr les réponses de Jamal el-Din al-Afrani. Mais on ne dit jamais que Renan avouait qu'il n'était jamais entré dans une mosquée sans émotion et sans avoir la tentation de se faire musulman. Donc, il s'éloigne, il est loin de Foucault, il est loin de Renan. Renan, j'y reviendrai, à qui il doit très peu, sinon le couple arien-sémite, j'y reviendrai, mais le couple arien-sémite, c'est le fond de l'air du temps, si j'ose dire. Et incontestablement, il annonce Louis Massignon, qu'il a connu, avec lequel il a eu des relations, j'allais dire, de bonne aloi, mais la correspondance de Massignon, ce sont toujours des lettres où Massignon parle de lui Massignon, de sa conversion, de Foucault, d'Al-Hadj, mais il n'y a pas de réciprocité, c'est pas un échange, c'est moi, Louis Massignon, point barre. Alors que Massignon est un jeune homme encore avant 14 et après 1922, il est quand même pas très vieux, il a dépassé le cap de la trentaine, mais il s'adresse à un homme qui a déjà 70 ans. Alors, deuxième volet, son rapport à l'islam, je vais surtout l'observer à la loupe dans Islam, enfin à la loupe, l'observer de près, pardon, dans Islam, impression et études de 1896, dont Jama a déjà parlé avec beaucoup de précision. Je rebondis en quelque sorte sur une plateforme, sur une mokadima élaborée par notre directeur des archives du Maroc. Je crois que ce livre, je vais essayer de le dire pour l'avoir lu et relu, y avoir réfléchi et peut-être de ne pas l'avoir assez dit dans mon livre, c'est avec du recul, peut-être avec encore plus de recul que je me permets de le dire. Je crois qu'il faut commencer par dire que le destinataire de ce livre, c'est pas le milieu universitaire, pas les cénacles intellectuels de l'époque, encore moins le cercle des orientalistes. Il faut dire que au début du livre, Castres ne les ménage pas. Il dit sa préférence très, très nette pour les praticiens de terrain, tels que le commandant Rine, les marabouts et Juan en Algérie, ou bien pour Alfred Le Châtelier, qui sera professeur, mais qui ne l'est pas encore, au Collège de France, et qui, comme lui, venait des bureaux arabes, mais qui n'aimait pas du tout. On retrouve là un peu l'opposition classique entre un enfant de la grande bourgeoisie, Le Châtelier, dynastie d'ingénieurs des mines, et puis un enfant de l'aristocratie désargentée et en perte de vitesse, Henri de Castres. Excepté le baron Carat de Vaux, qui était professeur d'arabe à l'Institut catholique de Paris, et qui est un homme d'ailleurs
je l'ai pas lu, mais sa notice par Alain Messaoudi, je crois, dans le dictionnaire des orientalistes de langue française, donne envie de le lire. À part le baron Caradeveau et puis William Marsay et Alfred Bell dans la région, à la madrasa de Tlemcen, il a de mauvaises relations avec les orientalistes, avec les savants orientalistes, les gens consacrés. Son public, donc, et c'est sans doute ce qui va limiter la résonance de ce livre, son écho. Son public, ce sont les gens cultivés de la bonne société catholique, à Paris comme en province, parce qu'il a un pied dans l'un comme dans l'autre. C'est au fond un lectorat dans la mouvance de l'Université catholique d'Angers, avec lequel il est très lié, et de l'Institut catholique de Paris, où il suit ça et là des cours. Et c'est son malheur, Henri de Castres. S'il avait connu le protestantisme libéral, s'il avait connu, et il s'était pas braqué contre, j'imagine du moins, le modernisme, Albert Loisy, il aurait trouvé des échappatoires à sa crise de la foi. Mais ce catholique reste intransigeant par son habitus, si j'ose dire, sociologique, il se bat en quelque sorte avec des dominicains, avec des jésuites, avec des enseignants qui lui enseignent le catholicisme après le syllabus de 1864, qui n'est pas marqué quand même, on peut le dire, par la liberté de la recherche théologique. Donc, son public, ce sont des gens, au fond, cultivés, mais frileux, mais en un mot, rétrogrades. Sa cible maintenant, après son public, ça n'est pas Gustave Le Bon. C'est un ouvrage qui est un best-seller à l'époque, La civilisation des Arabes, en 1889, et qui lui aussi est traduit en arabe. Ça n'est pas Renan non plus. À Renan, très peu cité dans l'islamisme et la science, très peu lu, parce que j'ai des carnets de notes d'ouvrages, en particulier de Jules Moll, ou bien de Reinhard Dosy, etc. Des notes, ou bien des notes prises à des cours à l'école de Langzhou, ou bien à l'Institut catholique, dans ses cartons. Il s'est très peu frotté à Renan. Et je ne sais même pas si tout ce qui... Comment dire, si le schème arien sémite qui travaille Islam, impression et étude, il le doit à Renan parce que c'était dans l'air. Non, sa cible, c'est quelqu'un qui vous est complètement inconnu, mais qui était l'abbé de cour intellectuel de l'époque, l'abbé de Broglie, notamment, comme Castres, j'ai oublié de dire que ça se prononce de Castres, enfin, moi, je le disais de Castres, et puis on m'a rectifié, il faut dire de Castres. Donc, l'abbé de Broglie, un ouvrage phare dans ce milieu, Problèmes et conclusions de l'histoire des religions. Breuil est un ancien polytechnicien. Et c'est un homme très cultivé. Moi, j'ai lu l'ouvrage en entier, qui se frotte à Albert de Réville, qui est professeur au Collège de France et l'initiateur de la revue Histoire des religions, qui se frotte à d'autres gens qui sont à l'école pratique des hautes études, la section religion, qui se frotte à Max Müller, qui à l'époque est professeur à l'université d'Oxford, qui est un grand spécialiste des textes védiques, qui en quelque sorte prédit l'avènement d'une religion universelle sur fond d'hybridation des religions préexistantes. Ça, ce sont les adversaires de Breuil, mais Castres ne les connaît pas, ne les a pas lus. Donc, sa cible, ou bien les a lus à travers l'abbé de Breuil. Sa cible, donc, c'est ce livre. Et c'est à ce livre qu'il répond. Et on le sent, une fois qu'on a lu le livre de Breuil, on le sent, on le découvre tout le temps. Qu'est-ce que dit en substance de Breuil? Que dans le long chapitre qu'il consacre à l'islam, que j'emploie les mots de l'époque, que Mahomet a fondé, je cite, un monothéisme arabe purement ethnique,
qui est une dérive du judéo-christianisme, et que ce monothéisme contient, je cite, une vérité partielle, mais qu'il demeure au stade, je cite, d'une hérésie de la grande religion d'Abraham. La raison essentielle de cette hérésie, de cette déviation, c'est que Mahomet, je suis toujours de Broglie, a fondé une cité-État à Médine. Mahomet à la Mecque, ça passe. Mahomet à Médine, c'est tout de suite la ligne rouge qui est tracée. Et qu'en fondant cette cité-État, et qu'il a fondé une cité-État qui est établie sur la proximité insoutenable, évidemment, entre le harem et la mosquée, sur une confusion inacceptable entre le sexe et le sacré. Alors, c'est cela, en gros, que va réfuter avec une grande force de proposition, si j'ose dire, Henri de Castres. Qu'en somme, toujours pour suivre et terminer la pensée de Broglie, l'islam est une contrefaçon du christianisme, acceptable seulement, tolérable seulement dans l'Afrique subsaharienne, païenne, pour employer les catégories de désignation de l'époque, une pierre d'attente du christianisme, une pierre d'attente à condition d'être ensuite recouverte par la sédimentation qu'apportera le christianisme. Donc une propédeutique au christianisme, pour passer du polythéisme ou du paganisme plutôt au monothéisme judéo-chrétien. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est à partir de ce point de départ, je crois, qu'on comprend vraiment en profondeur l'essai d'Henri de Castres, qui est une sorte de contre-manifeste de l'abbé de Broglie. Un contre-manifeste qui se propose d'écrire, je cite Castres, le génie de l'islam, comme Chateaubriand avait écrit le génie du christianisme. Et évidemment, on peut souligner quand même que l'homme se prend très au sérieux en disant ça sans rire, sans tout de suite dire je pastiche. Castres, dans ce sens-là, dans cette direction, va se livrer à 3 opérations de clarification et de redressement des idées fausses qui circulent dans son milieu sur l'islam et dont l'abbé de Broglie est l'énonciateur privilégié. Première opération, en finir avec les calomnies qui circulent sur la figure de Mahomet. Alors, durant des dizaines de pages, très très fortement documentées, que je ne vais pas suivre pas à pas, Castres démontre que le prophète n'était ni un sorcier, ni un imposteur, ni un plagieur, que c'était un prophète arabe, il le souligne bien, que c'était un homme de Dieu. Il le compare à certains prophètes de l'Ancien Testament comme Amos, ou à certaines figures bibliques de l'Ancien Testament, toujours du Premier Testament, comme vous voudrez, comme David. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Et comme démarche exégétique, si j'ose dire. Toujours selon lui, Mahomet est un homme sincère, qui croit à sa mission, qui est de substituer, je cite, le culte du Dieu unique au culte idolâtre de sa tribu, donc d'un tribalo-ethnocentrisme à une religion qui est peut-être encore ethnique, mais qui va s'universaliser, comme il va le démontrer par la suite, et que le prophète, donc, n'est pas un thaumaturge, il ne fait pas des miracles comme Jésus, Christ, et Henri de Castres insiste beaucoup sur ce point. Et on voit très très bien ici surgir un parallèle entre Mohammed et Jésus-Christ qui n'est pas positif pour le disciple, l'homme de Nazareth, le fils de Dieu né à Bethléem, si j'ose dire. Il montre aussi à plusieurs reprises que le prophète est un homme comme les autres. Ça n'est pas un homme surélevé par rapport aux autres. Il reconnaît ses fautes, en particulier à la fin de sa vie. Je
je crois qu'il y a une dimension humaine chez Mohammed qu'il met en valeur et à laquelle il est extrêmement sensible et qu'il ne retrouve pas dans la figure du Christ. N'oubliez pas que le Christ de l'époque n'a pas grand-chose à voir avec le Christ des évangiles dont on parle aujourd'hui. La figure christique de la fin du 19e siècle est très dominatrice et c'est un Christ qui juge et non pas beaucoup plus qu'un Christ qui pardonne. Je crois qu'il faut aussi replonger, bien sûr, Castres dans son époque. Deuxième opération de rectification, si j'ose dire. Enfin, rectification, ça sonne mal si on pense à la Syrie d'Assad. Mais deuxième opération, disons, où il remet les choses en place, c'est le moment où il démontre que si l'islam l'a emporté sur Byzance, je note au passage que le chiisme, enfin que les Perses et l'Iran chiite sont complètement absents dans ses recherches et dans ce livre en particulier. Si l'islam l'a emporté sur Byzance, c'est parce que les premiers califes, dit-il, je le cite, étaient infiniment supérieurs aux empereurs qu'ils combattaient. Alors là, il n'est pas dans l'air du temps des recherches d'aujourd'hui, mais peu importe. Mais c'est aussi, dit-il, parce que l'Église fit preuve d'intolérance en condamnant Arius, et pour lui, Arius est un précurseur de Mahomet. Alors, sa démonstration est lente et peut-être même parfois un peu accablante, un peu pesante, mais il trouve une preuve supplémentaire de la supériorité de l'islam sur le christianisme, en tout cas byzantin, en Andalousie. Je l'ai déjà suggéré, c'est un grand lecteur de Dozy, le très grand historien d'Al-Andalus. Et en Andalousie, et l'Andalousie, selon lui, donne je cite, un grand exemple de libéralisme. Alors là, je me permets évidemment de ne pas soustraire à ce vocabulaire, à ce vocabulaire. Castres ne sait pas ce que c'est que le libéralisme. Il est resté un catholique, un homme marqué par le catholicisme intransigeant. Il s'est rallié, comme les catholiques, à la République, mais il ne s'est jamais frotté à la pensée libérale. Il ignore bien sûr Locke, Benjamin Constant, etc., etc. Massignon dira plus tard, plus justement, le tolérantisme, de l'islam. Et je pense que c'est ce qu'il veut dire par le libéralisme, le tolérantisme. Et puis, troisième point, et je m'y attarderai un tout petit peu, il s'attache toujours... si vous voulez, dans ces opérations de mise au point, de démontage des stéréotypes qui circulent sur l'islam dans son milieu, il s'attache à rectifier, à dégonfler plutôt tous les clichés qui circulent au sujet de la polygamie, au sujet du paradis des musulmans et au sujet du fatalisme musulman. Il n'emploie pas l'expression d'ailleurs de Mektoub. Au sujet de la polygamie, alors évidemment ici, Henri de Castres bute, comme tous ses contemporains en Europe, sur le fait que, si on souscrit à la dichotomie arien-sémite, bien sûr, il trébuche sur le fait que les Ariens sont polythéistes, mais monogames, et les Sémites, monothéistes, mais polygames. Alors, on sent que là, il y a des contorsions chez lui, parce que il souscrit quand même à cette idée centrale que la raison est du côté des Ariens et l'instinct, la fulguration monothéiste, l'intuition du côté des Sémites. Alors, il s'en sort en affirmant que le Coran enseigne, je cite, une morale de retenue, voire de continence. Et je crois il donne des exemples à l'appui, dont celui des balles du gouverneur général, donné par le gouverneur général en Algérie, où le gouverneur général invite les notables du sud oranais qui sont
complètement épouvanté et écœuré par ces femmes qui tourbillonnent au moment des valses, épaules nues, bras nus, et ces hommes qui enlacent la croupe des femmes ou les épaules des femmes. Enfin, tout ça leur donne la nausée. Et c'est intéressant de voir Henri de Castries, qui savait quand même ce que c'était qu'un bal et qui devait savoir danser la valse. Il n'en parle jamais, bien sûr, dans ses écrits. C'est tout à fait par la bande que j'ai appris qu'il n'avait pas de voiture, qu'il fumait le cigare, qu'il aimait bien les liqueurs fines et qu'il jouait au tennis. Enfin, vous voyez des détails peut-être un peu frivoles, mais qu'on butine quand même avec plaisir. En tous les cas, je note quand même qu'Henri de Castries, il sent les choses, il frémit à ces bals où il a été en voyant la dichotomie tranchante entre les uns et les autres et l'écœurement des uns vis-à-vis des akhlaq, vis-à-vis des mœurs des autres. Ensuite, au sujet du paradis des musulmans. Alors, il cite bien sûr tout ce qu'on raconte sur ce paradis des musulmans, lieu de jouissance et de luxure, et il dit que ses contemporains ne savent pas lire les versets coraniques qui sont métaphoriques, qu'il faut lire tout ce qui est écrit sur le paradis dans le Coran comme on lit le Cantique des Cantiques, et que ce qui est important, je cite, c'est la belle retraite. Je cite, la belle retraite est en Dieu. C'est ça qui compte pour lui. Et quand on voit, je me suis beaucoup servi évidemment pour écrire cet ouvrage et peut-être d'autres aussi, quand on voit dans le dictionnaire du Coran sous la direction de Amir Moezi, paru chez Lafon en 2008, quand on voit l'entrée paradis, on s'aperçoit qu'on pourrait presque coller, avec un langage évidemment du 19e siècle, les arguments de Henri de Castries avec ceux qui se déploient dans cette entrée paradis. Enfin, et j'en ai presque terminé, je regarde ma montre, en ce qui concerne le fatalisme musulman, alors, heureusement pour moi, il ne s'intéresse pas à l'histoire de cette question du conflit entre prédestination et libre arbitre, que j'ai essayé de suivre de loin dans l'encyclopédie de l'islam, la deuxième version, Qadariya et Jebariya, dans l'histoire de la philosophie islamique de Dominique Urvois, dans le dictionnaire du Coran dont je parlais, l'article destin, etc. Enfin, j'ai un peu lu, mais j'ai bien entendu pas tout lu. Il faudrait aller voir du côté d'auteurs comme Joseph Van Hess et peut-être aussi Louis Gardet. Enfin, peu importe. Ce que je constate à mon grand soulagement, c'est qu'il part, comme lecture primordiale, du disciple de Ibn Arabi, Abdelrazak El-Kashani, qui est très relativiste et qui finalement colle, en gros, d'après ce que j'ai cru comprendre, au Coran. Livre en arabe, bien sûr, qui a été traduit en français, je ne sais pas comment, parce que je ne l'ai pas eu entre les mains, par un certain Guyon en 1874. Mais ce que je retiens, c'est le relativisme de Kashani. Tout ce qui est décidé est fatal à un point de vue et possible à un autre point de vue. Et Castries dit, mon pauvre cerveau balance entre un point de vue et un autre, oscille d'une hypothèse à l'autre, et on se rend compte que lui-même est un petit peu perdu. Ce traité, je le cite avec ma très mauvaise prononciation, c'est Risala fil Qada'a, avec un dad, ou al-Qadar, avec un dal. Le traité s'est traduit approximativement, traité sur la prédestination et le libre arbitre. C'est pas une traduction, évidemment, mot à mot. Alors, évidemment, ce que fait essentiellement Castries dans son ouvrage, c'est de montrer l'ambivalence coranique à ce sujet. Certes, Dieu est omniscient, omnipotent, il égare qui il veut, mais l'homme est responsable de ce qui lui arrive, du bien et du mal qu'il fait,
L'homme sera jugé au jour des comptes, au jour du compte, pardon, Yom el-Hisab, c'est la fameuse image de la balance qui intervient ici. Alors, tout cela est repris, développé par Castres et mis en parallèle avec le christianisme. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on sent qu'il s'adresse à des gens qui sont cultivés, qui ont une bonne culture catholique de l'époque, et il met astucieusement en parallèle des citations de Bossuet et de Berkaoui, j'ai pas su trouver qui était-ce, j'aurais dû me renseigner plus en profondeur, qui disent l'un et l'autre que finalement cette question de la prédestination est tellement embrouillée que cela regarde Dieu seulement. Et puis, plus astucieux, pour ces lecteurs qui savent de quoi il s'agit, parce qu'il se réfère à la querelle de la prédestination et des libres arbitres au XVIe siècle, dans l'Espagne très catholique, il croise les molinistes, ceux qui suivent Luis de Molina, jésuite de Coimbra, le portugais, avec les partisans de la Cadaria, il les appelle les cadaristes, Cadarioun, et les thomistes, ceux qui suivent Dominique Banès, de Dominicain de Salamanque, qui est du côté de la Jabaria. Je vous rappelle le mot Jabr, la contrainte aveugle, Dieu est Jabar, un de ses 99 noms, terrible, contraignant. Je pense que ça, c'est une très bonne astuce pédagogique de sa part, parce que ces lecteurs comprennent et que ce croisement entre des partisans du libre arbitre qui peuvent être musulmans et chrétiens d'un côté, ou bien partisans de la prédestination, musulmans et chrétiens de l'autre côté, c'est une manière non pas d'embrouiller la question, mais de dire, voyez, vous, lecteurs chrétiens, cette question-là est très compliquée et elle divise autant les musulmans que vous. Et je pense que ce mode de lecture est scientifiquement parlant boiteux, certainement, mais pédagogiquement tout à fait accessible à son lectorat. D'ailleurs, il met en parallèle le fiat voluntas tua, il parle toujours latin, et je prononce aussi mal le latin que l'arabe, que ta volonté soit faite de Jésus sur la croix, et le kun yakun, et le soit et elle est, le verset 117 de la sourate 2, lorsqu'il a décidé une chose, il lui dit soit et elle est mot à mot. Bref, je pense que le concordisme ici d'Henri de Castres est tout à fait intéressant à souligner. Son effort pour jeter une passerelle entre les deux religions, pour rendre accessible l'islam aux catholiques de son temps. Il parle aux catholiques de son temps dans leur culture avec des éléments qu'il tire de l'islam et évidemment qu'on peut, qu'il filtre à partir de ses propres chaînes de lecture et qui sont évidemment peut-être tout à fait discutables. Moi, mon travail, c'est pas de discuter Henri de Castres, c'est de montrer sa démarche. Enfin, il me semble mon travail, le travail d'un historien, excusez-moi. Alors, je conclus en 2 mots. J'ai l'air de dire que Castres est un extraterrestre, que c'est un homme sorti de son époque, que c'est un homme, on a presque envie de dire, qui nous parle encore aujourd'hui, dans un contexte islamophobe, comme le rappelait Jama Beida. Quand il tape islamophile, ça devient tout rouge sur son ordinateur et à la place, il y a le mot islamophobe. Bon. On a l'impression que Castres est notre contemporain. Et je voudrais simplement dire, en conclusion, ne nous trompons pas de siècle, pas du tout. Je crois qu'il faut inscrire l'aventure intellectuelle et spirituelle de Henri de Castres dans son temps. Qu'il reste prisonnier, et comment pourrait-il en être autrement, des structures mentales de son époque. Qu'il a commencé à être anticoloniste, et j'ajouterais, et c'est lourd, et on pourrait en parler peut-être dans le débat, antisémite. Il n'a pas d'ailleurs été Dreyfusard dans les années 90, c'est évident. Anticoloniste à une époque où son milieu l'est encore. Les nostalgiques du royaume arabe et les héritiers du romantisme saint-simonien dont je parlais tout à l'heure, de l'orientalisme à la Géricault et à la Fromentin et à la Delacroix aussi. Et que de l'idéologie du royaume arabe, il va glisser, sans que je sache très bien, mais je vois quand même les transitions se faire,
au programme des partisans de la République coloniale. Il va entrer dans la sphère des colonialistes ou des colonisateurs, comme vous voudrez, ou des colonistes. Et il va faire comme tout le monde, ou presque à son époque. Pensez d'ailleurs à l'itinéraire d'un Jaurès, qui n'est pas devenu anticolonialiste d'un seul coup, et qui a commencé par être tout à fait partisan de l'idée coloniale qu'il assimilait à l'idée de la laïcité et à l'idée de la République. Il va donc dans le sens de l'acceptation du fait colonial comme une évidence qui va de soi. L'évidence de la supériorité instrumentale et scientifique de l'Europe de son époque, à laquelle il se rallie progressivement. Progressivement aussi peut-être, ça il faudrait le souligner, parce que ayant suivi l'école des Chartes, il devient positiviste. Il cite le fondateur de l'école historique positiviste, Monod, et donc là, il y aurait certainement aussi un point à creuser et à voir le glissement vers l'orientalisme savant dont je n'ai pas parlé. Mais je suppose que dans le débat, on va en parler. Et je termine en disant qu'après 1918, quand le Maroc est, si j'ose dire, quand la menace allemande sur le Maroc est écartée, quand les Anglais sont repoussés à Tanger, quand les Espagnols ont affaire au mouvement Rifon dans le Maroc, dans la zone espagnole du Maroc colonisé, je dirais il passe du colonialisme républicain au colonialisme défensif, je dirais presque des ultras, en tout cas un colonialisme crispé, comme si déjà il était expulsé de l'histoire en train de se faire. Et je note dans sa correspondance avec Lyautey, qui est là aussi disponible aux archives privées de France, à Pierrefitte, il déborde tout à fait Lyautey sur la question du RIF. Je ne connais pas les réponses de Lyautey à Castres, mais Castres lui écrit plusieurs lettres où il lui dit, en substance, le mouvement rifin, Ben Abdelkrim, il faut l'écraser. L'écraser, c'est l'expression qu'il emploie. Et il comprend, son intelligence du mouvement rifin est tout à fait marquée par la propagande pancoloniale de l'époque. Le mouvement, le RIF, je le cite, c'est un RIF soviétique. La zone espagnole devient un RIF soviétique. Donc derrière l'émir, il y a la main de Moscou. Il n'a pas compris, comme Lyautey, que derrière Abdelkrim, il y a Mustafa Kemal, que Abdelkrim est avant tout un nationaliste et un moderniste, une émule du président de la République turque, du premier président de la République turque, surtout à partir de 1922 et encore plus de 1924. Donc voilà, c'est simplement pour rappeler que Castres est à la fois un homme à l'écart de son époque, qui s'est tenu à distance de son époque, quand il s'agit de cultiver la langue arabe comme, je l'ai souligné, plus qu'une langue de travail, mais une langue liturgique, une langue d'accès à Dieu, dans son approche de l'islam, un islam qui est presque vécu de l'intérieur, mais qu'en même temps, il est de son siècle, et comme beaucoup d'aristocrates de son époque, il va glisser de l'indigénophilie, comme on disait à l'époque, à une compréhension du fait colonial marqué par l'acceptation de celui-ci comme un fait inéluctable, comme un fait inévitable. Voilà, j'espère ne pas avoir abusé de votre patience. C'est pas très facile de parler, comme vous le savez, à distance. Pas facile pour vous non plus de m'écouter à distance, je l'imagine. Entre parenthèses, je me réjouis d'apprendre qu'il a plu au Maroc. C'est une bonne nouvelle. Bachara.